Bonjour et bienvenue dans l'émission Mandarin TV Débat. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Didier Raoult. Didier Raoult est microbiologiste spécialiste des maladies infectieuses et directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection de 2011 à 2022. Il acquiert une notoriété médiatique internationale en 2020 quand, au début de la pandémie de Covid-19, il préconise un traitement à base d'hydroxychloroquine qui pourrait résoudre la crise sanitaire. Didier Raoult est l'auteur de 18 ouvrages, dont le dernier, qui vient de paraître aux éditions Michel Lafon, s'intitule « Ni angélique, ni diabolique, les antibiotiques ». Alors, pour revenir aux antibiotiques, en résumé, quel est le bon usage des antibiotiques alors que vous avez longuement développé dans votre livre ? Si vous voulez, on tâtonne avec l'usage des antibiotiques. Il y a des choses là. D'abord, vous parliez de la médecine chinoise. Par exemple, pour les infections urinaires des femmes, en particulier les femmes jeunes, on peut traiter les infections urinaires des femmes jeunes sans antibiotiques. D'abord en buvant 2 litres d'eau par jour ou en mangeant des cranberries. Donc on n'est pas obligé. Or, très souvent actuellement, on leur donne des antibiotiques qui sont parmi les antibiotiques les plus dangereux en termes de résistance, qui sont les quinolones. Il faut arrêter. On peut faire autrement. Oui. Donc la régulation, c'est plutôt comme ça qu'elle va se passer, si vous voulez. Quels sont les antibiotiques qui représentent un danger en termes de résistance ? C'est ça. Vous voyez, la pénicilline ou l'amoxicilline. L'amoxicilline, la France la paye si peu que, vous savez, l'amoxicilline, c'est tout fabriqué en Chine et en Inde. Et donc, mais la France, au fur et à mesure, les médicaments qui ne rapportent pas d'argent, la France veut les acheter de moins en moins cher. Mais ensuite, il y a une concurrence. Si l'Italie ou l'Espagne les paye plus cher, la Chine va la vendre à l'Italie ou à l'Espagne. Ils ne sont pas fous. Et donc, on ne peut pas dire maintenant on ne va plus payer du tout les médicaments. Vous voyez, donc ce n'est pas seulement l'industrie, c'est l'influence de l'industrie sur tout le pays qui dit, écoutez, ceux-là, il faut s'en débarrasser pour qu'il y en ait d'autres qui les remplacent. Mais il n'y a pas de résistance à l'ampicilline. En pratique, il y en a très très peu pour ce que l'on donne en général, c'est-à-dire pour les infections respiratoires. Vous voyez, pour l'amoxicilline et l'augmentin, il n'y a pas de résistance aux infections respiratoires. Donc il n'y a pas de raison de se rendre fou en disant quand votre gosse est malade, ne leur donnez pas d'antibiotiques. Donc si vous voulez, les infections urinaires sont un problème, ça c'est vrai, avec les quinolones. On ne devrait plus donner de quinolones dans les infections urinaires, ça c'est extrêmement clair. Il faut limiter les antibiotiques qui sont des antibiotiques pour les maladies graves. Par exemple, les céphalosporines de 3e génération, des pays comme le Danemark ne prescrivent pas en médecine de ville de céphalosporines de 3e génération parce que c'est dangereux et qu'on peut traiter tout le monde sans avoir ça. C'est seulement dans les maladies graves qu'on va en avoir besoin. Vous voyez ? Et maintenant, il y a des gens qui traitent les infections urinaires avec ça aussi. Donc, il ne faut pas gaspiller. Il n'y a pas de drame à condition qu'on ne gaspille pas. D'accord ? Et gaspiller, ça ne veut pas dire, attendez, il ne faut pas donner à un gosse qui a une otite ou à un gosse qui a une angine, il ne faut pas lui donner l'antibiotique, ça n'a pas de sens. Et par rapport au cancer, par exemple, dont vous avez parlé dans votre livre c'est très bizarre. Vous savez, les antibiotiques, comme je vous l'ai dit, antibiotiques, ça veut dire qu'ils luttent contre le vivant. D'accord ? Donc, parmi les molécules antibiotiques, il y a toute une série d'anticancéreux qui luttent, qui sont utilisés quotidiennement dans la chimiothérapies, d'accord, qui ont la même origine, si vous voulez, que les autres, puisque les antibiotiques, essentiellement, c'est des armes de lutte entre les êtres vivants. Donc, ça peut lutter contre les virus, ça peut lutter contre les bactéries, ça peut lutter contre les cellules humaines, ça peut lutter contre les herbes. Vous voyez, je dis l'antibiotique le plus prescrit à la surface de la Terre, c'est le glyphosate. Pourtant, c'est vendu comme herbicide. C'est un antibiotique officiel
Monsanto a déposé un brevet antibiotique. Moi, je l'ai testé. Oui. Ça marche très bien comme antibiotique. Mhm. Et donc ça, on le distribue par dizaines de milliers de tonnes. Des dizaines de milliers de tonnes, puisque c'est ce qu'on utilise comme herbicide pour tous les OGM. Donc ça bouleverse, ça change l'écosystème d'une manière très significative. Mhm. Ça, c'est un antibiotique sur lequel il faut être amené à réfléchir. Vous voyez. Ouais. Mais je pense que la plupart des gens, peut-être est-ce une médisance, mais vous voyez, il y a eu un grand débat en Europe sur l'usage du glyphosate ou pas du glyphosate. Je pense que tous ces gens qui ont parlé en Europe, je pense qu'il n'y en avait pas un qui savait que c'était un antibiotique. Ah. Donc le niveau d'ignorance, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Ouais. le niveau d'ignorance est terrifiant. Mhm. Si vous dites, moi, il n'y a pas une personne à qui j'ai dit, vous savez que je l'ai publié ça, j'ai fait, il n'y a pas une personne à qui j'ai dit, mais vous savez que le glyphosate est un antibiotique, il n'y a Ouais. pas une personne qui le savait. Ah. Vous ne le saviez pas. Non, pas du tout. Très bien. Et j'ai appris beaucoup de choses en lisant votre livre. Et en fait, en lisant votre livre, j'ai l'impression de temps en temps de lire, on va dire, des ordonnances, comme un médecin qui donne une ordonnance pour traiter, soigner telle ou telle maladie. Mais finalement, le bon usage des antibiotiques, comme vous le dites, ne repose-t-il pas sur un diagnostic pertinent? Si on se trompe Bien dans sûr. le diagnostic, eh ben, on ne peut pas faire bon usage des antibiotiques. Oui, c'est vrai, mais là aussi, comme les techniques évoluent, Hmm. la perception de ce qu'est un bon diagnostic change aussi. Ah. Et donc, ce que l'on croyait il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, on sait que ce n'est pas vrai maintenant. Donc, on doit ajuster sans arrêt et les techniques de diagnostic et les stratégies thérapeutiques. Hmm. C'est plus compliqué que ça. Et donc, c'est un des problèmes, c'est un des débats qu'il y a souvent actuellement, quand vous avez des collègues qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé depuis 20 ans. Il s'est passé une révolution en biologie inouïe depuis 20 ans. Ceux qui n'ont pas suivi ça, si vous voulez, ont des positions, et bien entendu, moins ils l'ont suivi, plus ils ont des positions très rigides, si vous voulez, croient que ce qu'on leur a enseigné il y a 20 ans, c'était vrai, mais c'est pas vrai. On leur a enseigné ce qu'on croyait être il y a 20 ans. Moi, vous savez, j'ai passé 25 ans, les 25 dernières années où j'ai fait des cours, en commençant mes cours, en disant aux étudiants, vous savez, ce que je vais vous dire n'est Oui, pas vous vrai. l'avez écrit dans votre livre, oui. D'abord, il faut bien commencer par quelque chose de simple, et donc tout ce qui est simple est faux, premièrement. Et deuxièmement, c'est ce que nous croyons maintenant, et demain nous croirons autre chose. Donc ce n'est pas la vérité que je vous apprends, c'est la croyance que nous avons de connaître la vérité simplifiée pour que vous la compreniez. Ça n'a rien à voir avec la vérité, c'est distant de la vérité. Et donc il ne faut pas, Nietzsche disait ça, le chercheur doit briser son cœur respecté de son maître. Son maître, c'est son maître, il ne faut pas croire tout ce que votre maître vous a dit, parce qu'un jour ou l'autre, ça devient faux. Hmm. Alors, professeur Raoult, vous êtes devenu une célébrité internationale pendant la crise sanitaire. Votre nom ne laisse plus indifférent. Certains vous soutiennent, vous apprécient, d'autres remettent en cause votre traitement contre le Covid-19. Alors là, encore une fois, je parle sous votre contrôle. Le 23 octobre 2023, vous avez publié avec donc 3 professeurs de l'IHU de Marseille et un cardiologue américain une étude qui assure l'efficacité de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19, mais l'Agence nationale de la sécurité du médicament a porté plainte pour, je cite, une étude contraire aux règles. Fin de citation. Que s'est-il passé? Oh, il ne s'est rien passé du tout. Tel que je l'interprète moi, il y a eu une escroquerie absolument incroyable en 2020 d'une étude entièrement fausse, publiée par des inconnus, dont le représentant était d'ailleurs une fille qui faisait du striptease. C'est inouï, qui a été publiée dans le Lancet en disant... Dans le Lancet? Oui,
en disant on a soigné 80 000 personnes du monde entier et il y en a 10 000 qui sont morts à cause de l'hydroxychloroquine. Les gens disent mais qu'est-ce que c'est fou, c'est le médicament le plus prescrit au monde, l'hydroxychloroquine. C'est prescrit autant que l'aspirine. Il y a une année où l'hydroxychloroquine, en 2006, où il y a eu 6 milliards de traitements par l'hydroxychloroquine dans le monde. Je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas de médicament équivalent. Donc on lit ça, c'est un truc de fou. Moi, il y a quelqu'un qui m'appelle de l'Élysée, qui me dit « Tu as vu ce papier, qu'est-ce que tu peux en dire ?» Le vendredi soir, je dis « Écoute, tu es gentil, je passe des semaines de fou, j'attends le week-end, je le lirai lundi et je te dirai. » Moi, je ne réagis pas sur le titre des choses. Je suis un scientifique, je lis. Je le lis le lundi. Le lundi, je me rends compte que les papiers étaient faux. Et c'était très facile de voir qu'il était faux. Parce que, par exemple, en France, ils mettaient, comme on met aux États-Unis, les caractéristiques ethniques des gens qui avaient été inclus. Or, en France, c'est interdit. Ah. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un est chinois ou quelqu'un est africain. C'est interdit en France. Alors qu'aux États-Unis, on le fait. Et comme c'était des auteurs américains, ils ont mis ça pour tous les pays. Il y a tant d'Asiatiques. Il y a tant... La deuxième chose, ils mettent plus de malades en Australie qu'il n'y avait eu de cas de Covid dans toute l'Australie. Donc c'était juste un faux. Une erreur grossière même. Non, c'est un faux. Et quand, donc moi j'ai envoyé tout de suite un mot au Lancet en disant vous êtes devenus fous, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et puis il y a une pétition de gens, des infectiologues les plus connus, qui ont envoyé un Lancet en disant vous ne pouvez pas publier un papier comme ça, et ce papier a été rétracté. Il a été enlevé en disant c'est un faux. Et quand le Lancet a dit écoutez, il faut que vous nous donniez vos sources, d'où sont les malades, ils ont dit on ne peut pas parce que c'est confidentiel. D'accord ? C'est une escroquerie. Et notre ministère de la Santé et le président de la OMS, pendant que moi je disais attendez, laissez-moi le temps de lire et de regarder, le vendredi soir, ont interdit l'hydroxychloroquine en disant c'est dangereux, ça tue 10% des gens. Et l'État français n'a jamais voulu revenir là-dessus. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Mais personne n'a voulu revenir là-dessus. Et ils ont dit non, mais il y a peut-être quelque chose. Et vous avez vu, il en est ressorti une. Les gens manipulent, trichent. En réalité, c'est juste impossible. Ça n'existe pas. Mais la raison pour laquelle fait ça, je vous laisse la deviner. J'en sais rien. Je ne sais pas si c'est Gilead qui l'a publié, qui l'a financé, ou Pfizer, mais c'est sorti dans le Lancet avec 6 reviewers où personne n'a pensé des choses qui sont aussi simples que ce que je vous dis. C'est pour ça d'ailleurs que je suis devenu très populaire, j'étais assez populaire, les Africains m'aiment bien parce que je suis un peu africain. Et donc, quant aux Africains, on a dit, vous savez, l'hydroxychloroquine, ça tue 10% des gens, ils ont dit, vous êtes devenus fous. Là, vous êtes devenus fous. Vous êtes fous. Et donc, il s'est créé une fracture dans la crédibilité de la France vis-à-vis de l'Afrique qui est impossible à compenser parce que personne ne le croit. Mais comment expliquer cette fracture, à votre avis ? Ah non, mais c'est parce que, encore une fois, les enjeux, je ne sais pas qui, on s'est rendu compte à cette occasion que 90% des infectiologues français avaient des conflits d'intérêts, c'est-à-dire qu'ils étaient payés en partie, ils recevaient de l'argent de l'industrie pharmaceutique. Théoriquement, la loi française fait qu'on n'a pas le droit de parler, vous voyez, comme je le fais là, sans déclarer des conflits d'intérêts qui sont en lien avec ce dont je vous parle. Je trouve que je travaille avec aucun antibiotique, donc je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de conflit d'intérêts. Mais quand on s'est rendu compte du nombre de gens qui avaient des conflits d'intérêts, c'est sorti quand même. Et donc après, de dire, écoutez, ils disent des choses qui ne sont pas vraies et ils ont des conflits d'intérêts, quel est le lien qu'il y a entre les deux ? C'est un lien que les gens peuvent se poser légitimement, vous voyez ? Mais ce qui m'étonne, c'est que sur une question aussi grave, il n'y a pas eu de débat au sein de l'OMS. Non, mais l'OMS, vous savez, l'OMS c'est un énorme problème. L'OMS n'a pas d'argent.
Vous savez qui finance l'OMS? Vous savez? Je devine peut-être. Bill Gates. D'accord. Premier financeur de l'OMS, Bill Gates. Deuxième financeur de l'OMS, les États-Unis. Troisième financeur de l'OMS, une autre société de Bill Gates. D'accord. Bon. Donc, si vous voulez, on est dans une situation, soit on décide que les États prennent en charge le problème de la réflexion de la santé publique pour le pays, et c'est les États qui payent, soit c'est pas les États, et c'est les capitalistes qui sont, qu'on appelle maintenant les capitalistes qui veulent faire le bien de l'humanité. Mais si vous voulez, le métier des capitalistes, c'est pas de faire ça, c'est de faire de l'argent. Il existe quand même des milliardaires philanthropes, non? Tels que Bill Gates, tels que Warren Buffett. Je crois pas que... Je fais l'avocat du diable. Non, si vous voulez, je sais pas. Peut-être qu'au début, Bill Gates avait ce projet-là, mais vous pouvez pas... Bill Gates disait en 2017, il faut faire des vaccins en 3 mois. Ce qu'on ne peut pas faire. Il faut plus d'1 an pour faire des vaccins. Après, Bill Gates investit des milliards dans des sociétés qui produisent des vaccins. Et ensuite, Bill Gates devient le plus grand financeur de l'OMS. Si ça, c'est pas... Et Bill Gates investit dans Gilead, qui produit du Remdesivir, et Bill Gates conseille à la télévision de prendre du Remdesivir. Non mais, les conflits d'intérêts à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est de la philanthropie, ou plus il est philanthrope, vous savez que plus il est riche quand même. Donc, si vous voulez, la philanthropie comme ça, c'est le capitalisme brutal. Je m'excuse, hein, mais vous ne pouvez pas tout mélanger. D'accord ? Si vous dites, je vous donne de l'argent, je ne m'en mêle pas, vous faites de la philanthropie. S'ils veulent vraiment faire de la philanthropie, ces gens, vous savez, il y a encore des gens qui crèvent de faim dans le monde. Il faut leur donner à manger. Ça, c'est la philanthropie. Si la philanthropie, ça consiste à dire, écoutez, on va vous vacciner pour une maladie dont vous ne souffrez pas, et on va gagner de l'argent avec, c'est une philanthropie que je ne partage pas. Il y a des gens qui crèvent de faim. Il faut aider les gens qui crèvent de faim. Mais il ne faut pas que le problème des gens qui crèvent de faim se soit résolu en leur foutant des OGM qui n'arriveront pas à renouveler parce qu'ils ne marchent qu'une saison. Donc, au bout de 3 ans, ils seront obligés de les acheter. Vous voyez ? Parce que le goût des OGM, c'est pareil. Hein, c'est addictif. Vous le faites une fois, il faut le racheter l'année d'après. D'accord ? Donc, moi, d'abord, la philanthropie, vous savez, ça se dit... Alors, je ne sais pas comment ça se dit en chinois, mais... ça existe en tout cas. Il y a un mot très beau qui existe à la fois dans la Bible des Juifs, dans la religion chrétienne, et qui existe chez les musulmans, qui dit... Tu dois faire l'aumône, mais ta main droite doit ignorer ce qu'a fait ta main gauche. C'est-à-dire que l'on ne dit pas le bien que l'on a fait. On doit faire le bien, mais on ne doit pas dire qu'on a fait le bien. Sinon, ce n'est pas de l'aumône, c'est de la publicité. C'est ça de la philanthropie. C'est ça la philanthropie. Et donc Bill Gates, on ne peut pas dire qu'il ne dise pas il sauve le monde. Hein, il passe sa vie à dire qu'il sauve le monde. Hein. Ouais, donc je ne suis pas... C'est pas mon genre. Alors maintenant, une question qui intéresse beaucoup les Chinois. Est-ce que vous croyez à la thèse d'un virus fuité du laboratoire de Wuhan ? J'aimerais bien entendre votre point de vue maintenant que vous êtes devant moi. Je n'y crois pas du tout pour plusieurs raisons. Allez-y. D'abord, je n'y croyais pas depuis le départ pour une raison simple, c'est qu'on ne sait pas comment on fait. Donc, pour qu'un virus devienne un virus épidémique chez l'homme, écoutez bien, parce que ce que je vous dis, c'est très simple. Et personne ne veut l'entendre. C'est sorti en même temps, d'ailleurs, aux États-Unis, c'est sorti en même temps que c'est les Chinois qui font l'épidémie de fentanyl. Oui, ils ont même envoyé une équipe en Chine. Alors, et pourtant, je peux vous dire, je n'aime pas du tout Fauci. Donc, si Fauci a participé à ça,
Donc, c'est pas un problème personnel pour moi, pas du tout. Et on ne, pour qu'un virus, on sait d'où il vient le virus, hein, il vient des chauves-souris. Pour qu'un virus de chauve-souris soit transformé en virus qui infecte un homme, comment vous faites? Il doit y avoir un intermédiaire pour transmettre. Quel intermédiaire? Ah, ça, je l'ignore. Et personne ne le sait. Personne ne le sait. Donc, qu'est-ce que vous allez tester? Il y en a qui disent, on peut prendre, comme pour la grippe, on peut prendre le furet. Il y en a qui disent, on peut prendre les rats, les souris. Ça ne marchait pas sur les rats, les souris. Alors déjà, on ne sait pas comment on fait. La deuxième chose, c'est très bien, en admettant, si vous voulez, comme pour la grippe aviaire, que l'on arrive à infecter un homme avec le virus de la grippe aviaire. Par exemple. Comment on fait pour faire que ce soit transmissible d'homme en homme? Comment on le sait, ça? Par le contact humain. Non, mais il y a des tas de... ce que nous, on appelle des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui existent chez les animaux et qui peuvent être transmises de temps en temps chez l'homme. D'accord? On appelle les zoonoses. Mais ces zoonoses, ça ne donne pas des épidémies. Ça donne des infections chez l'homme. Mais ça ne donne pas des... Par exemple, la brucellose, une Ça maladie ne très provoque commune. pas d'épidémie. Hein. Ça ne provoque pas d'épidémie. Ouais. Pour savoir comment ça va donner une... On ne connaît pas le mécanisme qui donne les épidémies. On ne le sait pas. C'est-à-dire, tout ça, c'est une grande folie qui nourrit et qui alimente des milliards de financements pour trouver comment les virus deviennent pathogènes, ce qu'on ne sait pas. Donc ça, c'était la première chose que je pensais. Mais depuis, quand je vous l'ai dit, je fais toujours de la recherche, et j'ai regardé ce qui s'est passé, comme ça, vous pourrez dire ça aux Chinois, ils seront contents. Il y a 60 millions de génomes de Covid qui ont été séquencés. 60 millions. 60 millions. C'est jamais arrivé dans l'histoire d'un virus. Jamais on a eu autant de données. Et il se passe une chose. Alors, il y a plusieurs stades dans une épidémie. Le premier passage, c'est la zoonose. C'est un cas humain qui vient d'un animal infecté. Deuxième cas, c'est les cas sporadiques. Autour de ce cas, pour les gens qui sont très proches, il peut y avoir d'autres cas transmis par l'homme. Et puis, un peu plus que les cas sporadiques, il peut y avoir une micro-épidémie. C'est ce qui s'est passé à Wuhan. D'accord ? Moi, je crois... Je suis désolé si je vexe les Chinois, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, je crois qu'un des problèmes qui se posait en Chine, sur lequel la Chine commence à lutter et qui est très importante, c'est que les Chinois crachent partout et il faut arrêter de cracher. Ça, c'est un phénomène qui remonte à... Je sais. Mais quand vous crachez, que vous êtes sur une Vespa, que vous crachez au milieu d'un marché, je peux vous dire que des virus... des maladies. Alors là, vous en envoyez des paquets. Hein, parce que nous, on a mesuré le nombre de virus qu'il y a dans un crachat, c'est hallucinant. Hein. Le crachat de quelqu'un qui est infecté, il est beau. Et donc, s'il y a un peu de... Vous circulez là en scooter et que vous crachez, on l'a publié, ça, on a fait une magnifique image, on a publié. Ça, donc je pense que ça, c'est un vrai débat à avoir en Chine, plus que les masques. Ça n'a rien à voir avec les masques. Hein. De cracher d'un scooter, le danger, c'est pas le masque. Hein. D'accord ? Donc je pense qu'il y a eu ces cas sporadiques. Le virus arrive en Europe. Et en Europe, il se passe quelque chose de très particulier que j'ai écrit. Ce virus mute sans arrêt. Alors, je ne sais pas pourquoi, enfin je sais pourquoi, les gens n'imaginaient pas que ce virus mutait et qu'il mutait aussi vite. Ce qui est une bêtise, parce que c'est un virus ARN, ça n'arrête pas de muter. Et il va présenter 2 mutations clés au moment où il arrive en Europe. Donc la pandémie, tout ce qu'il va y avoir comme virus dans le monde, ce n'est pas le virus de Wuhan. C'est un autre virus. Qui viendrait d'où ? Il vient de Wuhan. Mais il va présenter 2 mutations qui vont tout changer. Une première mutation, qui est dans un gène qui s'appelle l'ARNA polymérase, qui est le gène qui dédouble le virus. Et cette polymérase fait 100 fois plus d'erreurs que la polymérase qu'il y avait à Wuhan. Et donc, ça explique pourquoi il y a tellement de mutants et de variants.
c'est parce que cette polymérase fait plus d'erreurs. D'accord ? Il y a une deuxième mutation qui se trouve dans la spike et qui est une des mutations qui change la capacité d'adhésion sur les cellules humaines. Et donc le virus, il va avoir ces deux mutations en même temps. Et on sait le chiffrer. On sait quand ça se passe. Et donc on sait que ça se passe au moment où il arrive. Les premières qu'on a, c'est en Italie, d'accord ? Où commence l'épidémie, la pandémie. Ah oui, je me souviens, oui, tout à fait. Et donc on sait qu'ils arrivent en même temps. La mutation de l'ARN polymérase, c'est-à-dire le virus commence à avoir une capacité à muter qui est inouïe, d'une part, et d'autre part, il s'attache beaucoup mieux aux cellules. Et là, vous avez un virus de pandémie. Et ça, personne ne savait comment on allait inventer un truc pareil. On ne sait pas. Vous le voyez bien depuis l'OMS. À chaque fois qu'ils disent il y a un variant of concern, il y a un machin. C'est ça. Mais il y en a qui deviennent épidémiques et qui ne deviennent pas épidémiques. On ne sait pas deviner. Nous, moi, je viens de faire un papier sur lequel, basé sur toutes les milliers de séquences, sur lequel on a identifié quelles étaient les 800 mutations fertiles. Oh, 800 mutations fertiles. C'est-à-dire les 800 mutations qui ont été suivies de plus de 800 enfants. D'accord ? Et parmi les plus fertiles de toutes, c'était une surprise étonnante, c'est des mutations qui détruisent un gène. Et en même temps que nous, on publiait ça, il y avait des gens qui disaient c'est un gène de virulence. Et nous, on démontrait que c'est un gène de non-virulence, c'est-à-dire que les épidémies surgissaient à chaque fois que ce gène était éliminé, il y avait une poussée épidémique. Mais comment vous voulez deviner un truc pareil ? Vous croyez qu'on peut deviner, même avec des Chinois très malins à Wuhan, vous croyez qu'ils vont inventer un truc pareil ? Non. Non. C'est trop complexe. Il y a trop d'inconnus. Oui, c'est ça. Il y a trop d'inconnus. Alors, une dernière question, c'est une question de néophyte. Comment se fait-il que, progressivement, le Covid-19 ait disparu ? On n'entend plus parler. Est-ce qu'il peut revenir ? Je ne sais pas, je prédis jamais l'avenir, mais on a des modèles de virus. Et donc, vous savez, l'intelligence, la plupart du temps, c'est juste analogique. C'est-à-dire, on regarde ce qui s'est déjà passé, on dit il y a une chance que ça se passe pareil. Le meilleur modèle qu'on connaisse, c'est celui d'un virus du lapin qui s'appelle la myxomatose. Le virus de la myxomatose. Ce virus de la myxomatose avait été importé en Australie parce qu'il y avait trop de lapins. Les gens avaient importé les lapins. Vous savez, dans tous ces continents qui n'étaient pas connus, on a importé les trucs d'Europe, et puis de temps en temps, c'est devenu un désastre parce qu'il y en avait trop. Et donc, pour détruire tous ces lapins, on a introduit la myxomatose. Et la myxomatose, quand elle a été introduite, elle tuait 100% des lapins. Donc la population des lapins allait entièrement être détruite. Et les gens ont cherché en disant, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Et petit à petit, le virus a changé tout seul. C'est-à-dire qu'il a tué de moins en moins. Ah. D'accord ? Et donc, dans beaucoup de cas, pas tous les cas, mais dans beaucoup de cas, regardez la grippe, la première grippe vraiment identifiée qui est la grippe espagnole, elle avait un taux de mortalité considérable chez les jeunes. La grippe que nous avons actuellement n'a plus rien à voir. On a eu 3 épisodes de grippe qui étaient des mutants nouveaux, des parties de zoonose, pareil, un mélange poule, porc, hop, et puis ça, souvent de Chine d'ailleurs, parce qu'en Chine, vous élevez les poules avec les porcs. Et donc, les mutants de grippe sont souvent... Il y a un grand réservoir de grippe chez les oiseaux, mais ça passe pas directement à donner des épidémies humaines, pour l'instant. Vous avez vu, on a eu plein de drames autour de la grippe aviaire va donner une épidémie humaine terrible. Ça l'a pas donné parce qu'on ne sait pas, justement, vous voyez, si on savait faire ça, on ne sait pas ce qui donne une épidémie. Mais ce qui s'est passé souvent dans les épidémies, c'est le passage des poules au porc. Et le passage du porc à l'homme, parce que c'est un mammifère, parce qu'il y a la même température, est plus facile. Donc le saut d'espèce, ce que nous on appelle un saut d'espèce, est plus facile du porc à l'homme. Et comme les porcs et les poules vivent beaucoup en Chine, pas tellement en France, c'est spécifique de la Chine, en promiscuité, vous avez dans le même truc plein de poules et plein de porcs, alors ils peuvent s'échanger les virus. Tandis que en France, l'élevage industriel, c'est les porcs d'un côté, les poules de l'autre. Donc il y a moins de chances qu'on les crée en France que ce qu'on les crée en Chine.
On ne peut pas faire toutes les bêtises, nous non plus, il faut qu'on partage. Eh bien, merci beaucoup, professeur Raoul, de nous avoir apporté autant d'éclaircissements. À bientôt alors. Au revoir.